Power to the People. Je vais appeler nos intervenants qui seront aux côtés de Laure. Basile Bohard, qui dirige l'agence Néo-Digital, qui produit des contenus pédagogiques. Marc Housset, MH Communication. Marc a été l'un des fondateurs des Cafés Citoyens. Il est aussi un militant pour la reconnaissance du vote blanc. Et Théo Lazian, Fluicity, une application dont on parlera tout à l'heure. Nous devions accueillir aussi Benoît Thiolin, mais Benoît Thiolin est en fait derrière son ordinateur. Il ne peut pas nous suivre, il ne peut pas nous regarder, il ne peut pas répondre. En fait, il n'est pas venu, donc je tenais à le remercier. On passe directement donc à ces questions sur la citoyenneté, sur les expériences, et justement comment, à un moment donné, on peut mettre en place des expériences. Alors, chacun, vous allez expliquer un petit peu ce que vous faites, mais comment, à un moment donné, on est capable, avec le numérique, de se réattribuer, je dirais, cet espace, alors pas politique, cet espace social, cet espace citoyen, comment à un moment donné on peut mener des expériences qui permettent de reconnecter le bas. Qui veut commencer? Basile, est-ce que tu peux te présenter, expliquer rapidement ce que tu fais? Bonjour, je m'appelle Basile Bohard et effectivement je suis le fondateur d'une agence qui s'appelle Néo-Digital. On travaille et on crée des outils pédagogiques innovants pour des collectivités, institutions, etc. Ça, c'est mon boulot de base. Et puis, il y a un an, en fait, en revenant du CES de Las Vegas, en fait, qui est le grand salon des technologies dans le monde, eh bien, je me suis aperçu, en fait, qu'il y avait un vrai décalage entre ce que j'ai pu voir là-bas, en termes d'usage, de compréhension du monde, etc., et de ce que j'ai pu voir dans des grandes villes. Mais moi, je viens d'un petit village, une petite ville, qui s'appelle Bernay, où j'ai monté la boîte. Et il y a un vrai décalage entre effectivement la ruralité profonde et ces nouvelles technologies, même si elles l'utilisent notamment avec l'agriculture, etc. Et quand on a vu ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'il faudrait un outil. En fait, ça c'est une déformation professionnelle. Dès qu'on voit un manque, on crée un outil. Et à ce moment-là, on s'est dit tiens, ça serait pas mal d'aller dans les villages, dans les villes, dans les grandes villes, dans les entreprises, dans les associations, dans les maisons de retraite pour commencer à faire le socle de base, c'est-à-dire en gros d'expliquer ce à quoi servent les technologies, d'en faire l'expérience, et ensuite de connecter ça à ce qui intéresse les gens, c'est-à-dire eux-mêmes, et puis les autres, c'est-à-dire à quoi ça peut nous servir vraiment. Et donc on a trouvé un outil super innovant, un bus. Et ce bus super innovant, il est constitué de deux espaces, un espace un peu interactif, conférences, etc., et puis une partie où il y a plein de technologies embarquées. On parle de réalité virtuelle, on teste le dernier Oculus, le HTC, etc. D'impression 3D, d'impression 4D bientôt, de big data, de e-sécurité. Et l'idée dans le bus, c'est vraiment de comprendre comment fonctionne cette technologie, d'en faire l'expérience, et ensuite de connecter ça à l'usage. Voilà un petit peu l'expérience qu'on a eue. C'est une expérience qui est née dans l'Eure, dans le département de l'Eure, et qui va être amenée à passer en Normandie à partir du mois de septembre. Et qui va, à partir du mois de janvier, dépasser la Normandie et aller un peu partout en France. Alors les cibles de ce projet-là, parce que c'est quand même relativement important, on ne parle pas du numérique de la même façon à tout le monde. L'idée, c'était vraiment de se mettre à la portée en fait, des différents publics. Et les trois publics qu'on a identifiés, pour le coup, ça a été le grand public, donc avec une approche très généraliste. Donc les applications qui sont présentées dans le bus sont très généralistes. On parle de réalité virtuelle, on parle de jeux vidéo, etc. Une deuxième cible qui va être plutôt l'entreprise, et là on connecte ça directement avec la transformation digitale des entreprises. Et donc là on va leur proposer des applications en lien direct avec leurs problématiques. Quand on parle à une entreprise industrielle de réalité virtuelle, je reprends le même exemple volontairement, on va pas lui présenter le dernier jeu en réalité virtuelle, le chef d'entreprise, ça lui passe un peu au-dessus de la tête. Et l'idée par contre, si on lui présente vraiment une application en lien avec l'industrie par exemple, de visualiser des moteurs, des pièces mécaniques, etc., là ça commence à créer du sens. Et c'est le début en fait d'un début de réflexion. Et après, il va voir NWX, il va voir les services de la région, d'autres sociétés pour les accompagner dans cette transformation digitale. Voilà. Deuxième cible et troisième cible, et la dernière, le monde de l'éducation. Aujourd'hui, le bus va être amené à aller visiter différents lycées, différents collèges pour montrer en quoi les nouvelles technologies changent un peu le monde et surtout changent la façon de penser. Et l'idée, c'est effectivement, quand on est en seconde, d'avoir des choix d'orientation assez difficiles à faire. Les technologies peuvent être un bon moyen de réorienter vers une bonne filière. Voilà,
voilà un petit peu ce qu'on a fait. C'est en partenariat, bien évidemment, avec la région normande, avec l'UMM MEDEF de qui nous a largement aidé sur ce projet, et la CCI Porte de Normandie. Voilà. Et c'est un projet qui dépasse largement en fait, la Normandie et qui regroupe d'ailleurs différents types de partenaires. Et je tiens à en parler puisque c'est des partenaires qui crédibilisent en fait, ce qu'on a pu monter dans le bus. Quand on parle d'industrie, en fait, par exemple en réalité virtuelle, on travaille directement avec Dassault qui présente en fait, cette technologie à l'intérieur du bus, qui les fait tester, qui échange avec les utilisateurs. Alors Dassault, mais il y en a d'autres, hein. Il y a Intel, il y a Google, et il y a plein aussi de startups qu'on invite encore une fois à venir prendre place dans le bus pour montrer leur technologie, échanger, et puis voilà. Voilà en gros pour la présentation du bus des technologies. En termes de fréquentation, explique-nous, comment à un moment donné tu fais pour arriver avec ce bus et avoir justement du monde? Est-ce que tu as du monde? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que voilà, comment tu réussis à un moment donné à faire en sorte que les gens adhèrent et comprennent la problématique que tu veux leur proposer? Mais souvent on est sollicité pour venir déjà. D'accord. C'est-à-dire que alors sollicité pas par l'utilisateur final. Souvent, par exemple, ça peut être un groupement économique qui dit tiens, ça serait bien de faire venir le bus pour commencer un début de réflexion auprès des entreprises. Ces mêmes entreprises connaissent très peu en fait ce que peuvent apporter ces technologies dans leur entreprise, et donc elles ne sont pas forcément intéressées. Mais là, bon, voilà, il y a un petit verre de vin, on discute, etc. Il y a le bus qui est là, et là, c'est le début de la réflexion en fait. Et généralement, quand ils ressortent de du bus, en tout cas, ils sont très pensifs. Voilà. Donc là, il y a une façon, ils vont passer dans une étape qui est assez de digestion profonde, donc oui, qui peut durer des fois certains mois, voire pour certains, là, ça fait à peu près 6 mois qu'il y en a qui digèrent. Mais c'est vraiment intéressant. Puis après, ils échangent avec d'autres partenaires et d'autres entreprises. Donc, pour répondre à ta question sur le monde, on a fait près de 40 dates déjà depuis le mois de février. Donc, ce qui est énorme, en sachant qu'on a limité volontairement, puisqu'en gros, on était encore en période de test. Donc voilà, à partir du mois de septembre, on va aller un peu plus vite et faire plus de dates. Il y a un vrai intérêt, il y a un vrai questionnement, il y a beaucoup de peur, et en fait, il faut essayer de rassurer et puis de positionner en fait les utilisateurs, quels qu'ils soient, dans le bus comme des créateurs futurs. Et ça, c'est ça qui n'est pas forcément évident. Et donc le bus, pour ça, et j'en ai pas parlé, il y a un médiateur en fait, qui est présent dans le bus. Donc on ne va pas installer le bus comme ça et puis on laisse le visiter ou tester. Il y a un vrai médiateur qui va connecter en fait, les problématiques des technologies vis-à-vis des utilisateurs finaux. Voilà. Alors justement, le gap que Laure expliquait tout à l'heure entre des gens qui sont complètement déconnectés et des gens qui s'approprient ce numérique, est-ce que sur cette expérience bien précise, tu le vois? Et comment il se manifeste? On s'aperçoit, en fait, en plus en parallèle, j'avais essayé de monter un réseau de Fab Lab qui a été un peu avorté. On a fait une belle étude de terrain pour voir un peu ce qui se passait, et puis ça rentre en ligne de compte de ce que tu viens de me dire. On s'aperçoit que l'utilisateur final, il est super stimulé. Il a envie de créer, c'est une opportunité pour lui de créer. Par contre, on s'aperçoit que la personne qui est au-dessus, son cadre ou son chef, lui, il a peur. Il se dit, mince, ça va tout foutre en l'air, ça fait 10 ans que j'essaie de faire mon truc, et là, en gros, en très peu de temps, on va mettre tout en bazar. Donc il a surtout peur, donc il faut essayer de passer cette peur-là. Et après, je remonte d'un cran, puis là, je parle des politiques, souvent, qui ont le mot numérique un peu comme mot-clé à tout bout de champ, et eux-mêmes sont sous-formés, en fait, par rapport à ça. On parle beaucoup d'infra, alors il faut mettre des câbles, etc., des tuyaux, ce qui est essentiel. Hein. En Berner, on n'a pas encore le très haut débit, on a très peu de débit. Donc je caricature volontairement, mais presque pas. Et c'est un vrai problème. Mais passer ça, une fois qu'on a le débit, il faut effectivement créer l'usage derrière et les positionner différemment. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Mais tout à fait. En plus, ça enchaîne sur quelque chose d'intéressant, parce que tu parles effectivement du positionnement des élus qui, pour beaucoup, et moi je l'entends aussi, cette notion de, quand on parle de numérique, on parle de poser des câbles. Alors effectivement, c'est nécessaire de poser des câbles. Il faut amener le tuyau, il faut l'amener de manière suffisamment large pour qu'il soit dans le bon débit. Mais c'est vrai que le discours sur les usages, aujourd'hui, il est totalement occulté. Est-ce qu'on n'est pas à un moment donné en fait dans un réflexe quasi pavlovien de l'élu qui lui va se concentrer très rapidement sur ce qu'il maîtrise et faire un peu fi de tout le reste? Alors, vous allez voir la transition avec Marc Housset. T'as vu ça? Je l'ai fait super bien. Je la répète depuis pas mal de temps. Justement, toi,
qui est en lien direct aussi avec des élus. Je l'ai rappelé tout à l'heure, hein, les cafés citoyens, le vote blanc. Est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné une espèce, on parle de déconnexion, est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné, en fait, pas une incompréhension, mais un monde qui a changé, une fonction citoyenne qui est totalement renouvelée, et des élus au-dessus qui ne l'ont pas encore compris? Alors oui, bonjour à tous. Déjà. Explique aussi en même temps ce que tu fais. Enfin, oui, alors je suis directeur d'une agence de développement d'applications web sur mesure. Donc depuis pas mal de temps, depuis 15 ans. Donc je connais bien le numérique, mais parallèlement à cela, j'ai fondé un réseau de cafés citoyens qui sont des espaces de débat sur des sujets de société, un peu comme les cafés philo en fait, hein, mais vraiment orientés débat de société. Et puis le 1er janvier 2000, j'ai fondé avec quelques amis un parti un peu atypique qui n'existe plus aujourd'hui puisqu'on l'a définitivement rayé de la carte dans la mesure où les politiques ont fait en sorte que ça n'existe plus du tout. Le parti du vote blanc, hein, puisque l'objectif était de faire en sorte que le vote blanc soit comptabilisé dans les suffrages exprimés et donc il ait un réel poids sur les élections en fait. Hein. Alors quand je dis qu'il a été tué, c'est parce qu'en fait on a fait reconnaître le vote blanc non pas dans les suffrages exprimés, mais comptabilisé parmi les nuls aujourd'hui. Il y a une loi qui est passée il n'y a pas longtemps. Donc on a titré comptabilisation du vote blanc, mais c'est un peu masqué. Donc ce que tu poses comme question, Thierry, c'est toujours dans cette optique de déconnexion. Et je pense que la plupart des gens en France, plus particulièrement en France, parce qu'on est dans un pays où l'aspect démocratique et l'aspect aristocratique s'affrontent. Je pense qu'il n'y a pas un pays au monde où il y a cette force, enfin cette confrontation la plus importante. Je vous préviens, le prochain qui sort, la Corée du Nord, je le sors de la salle. Ah non, mais en France, on a vraiment une culture d'affrontement entre ces deux aspects politiques. Un aspect aristocratique et un aspect démocratique. Parce que, ne serait-ce que, regardons un peu ce qui s'est passé à la Révolution française, on parle de 89, qui était quand même une première révolution, mais menée par une frange, on va dire, assez bourgeoise. Et puis il y a aussi 92, qui là est la vraie révolution. C'est l'avènement de la République. Donc on a vraiment des forces très importantes. On les ressent aussi aujourd'hui tout de même, parce qu'on a, avec ce numérique, l'impression de donner à beaucoup de gens la possibilité d'accéder au savoir, hein, parce qu'on va dire que le savoir, c'est le pouvoir. Et en même temps, on a des élites qui soit essaient de comprendre, et des fois ils y arrivent, et puis effectivement, comme on l'a entendu un petit peu dans la salle, ben, si on a fait les bonnes écoles, si on a les bons réseaux, et qu'en plus on a la chance de comprendre le numérique, qui est une révolution en soi, hein, et ben effectivement, on peut faire partie des super élites, ou alors on ne les comprend pas du tout, et on reste reclus dans son coin en attendant que la mort en fait, du système dans lequel on est, quoi. Et c'est pareil pour les élus. Je crois que les élus, ils sont... Enfin, disons que on va parler de la grande majorité des élus qui sont très proches des gens, à tous ceux qui sont dans des mairies, des petites mairies, ce genre de choses. Ça n'a rien à voir avec des élus élitistes. Et donc c'est pareil, il y a aussi une certaine dichotomie. Il ne faut pas mélanger tout le monde. Hein. Mais je pense qu'effectivement, les élus aujourd'hui sont déstabilisés parce qu'ils n'ont plus le temps politique. C'est-à-dire qu'en fait, le numérique vient pour modifier la manière de gérer la cité. Et depuis des dizaines d'années, les politiques n'ont fait que gérer la cité. Et leur gros problème aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont plus la capacité d'avoir des visions de demain. C'est ce qu'on leur demande. C'est-à-dire que le politique, il est là pour dire, écoutez, j'ai pris du temps, j'ai analysé les choses, j'ai ressenti. Les politiques, ça, il faut qu'ils ressentent. Il faut qu'ils aillent voir les gens, il faut qu'ils ressentent. Et je vais vous emmener là-bas. C'est quoi là-bas? Je vais vous expliquer. Ça, c'est ce qu'on appelle la vision politique. Il y en a très peu aujourd'hui qui sont capables de proposer ça. Déjà parce qu'en fait, voilà, on sort d'un XXe siècle assez... on va dire, moribond du point de vue des idéologies. Donc on a piétiné les idéologies et on a peur en fait de proposer des visions d'une autre société.
Et puis aussi parce qu'on s'est encrouté, c'est-à-dire qu'en fait, les politiques aujourd'hui, ils sont restés dans leur côté gestion de la cité, voilà, gestion, et encore, des fois, on ne s'occupe pas trop de la gestion. Donc, pour répondre à ta question, je pense que ce qu'on demande aux élus aujourd'hui, c'est de proposer justement une capacité de voir le monde différemment, puisqu'ils sont censés avoir une vision du monde, et en même temps de faire participer les citoyens de plus en plus à la vie de la cité. Voilà. Alors justement, est-ce qu'ils en ont les moyens ? Est-ce qu'on leur donne ? Est-ce que le numérique peut leur donner les moyens à ces élus ? Et là, la transition, elle est toute faite avec ce qui se passe sur Flucity. Flucity, c'est une... Théo, est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce qu'est Flucity ? Puis après, on essaiera voilà, d'avancer, après avoir posé un petit peu les bases du débat. Flucity, c'est une application qui est testée en Normandie, à Vernon, c'est ça ? C'est ça, exactement. C'est notre ville pilote, en fait. Vas-y, explique-nous. Donc, Flucity, c'est ça. Ça part du constat qu'aujourd'hui, il y a une abstention très forte, notamment au niveau des jeunes, au niveau des élections municipales en 2014. C'est près de 61% d'abstention chez les 18-35 ans. Donc, on a une réelle crise démocratique à ce niveau-là, et on se dit comment relancer ce processus, et grâce à quoi ? Et donc, grâce au numérique, justement. On a des entreprises comme Google aujourd'hui qui nous connaissent bien mieux que nos propres élus. Et en même temps, on a des gens qui sont là, qui ont envie de s'intéresser à la vie de la cité, à la construction de son espace local. Et donc, on se dit comment essayer de recréer du lien entre les élus d'une part et avec les citoyens d'autre part qui ont envie de s'impliquer. Et à côté de ça, on sait que le maire reste la personnalité préférée des Français. Donc, on sent que c'est vraiment au niveau local qu'il faut s'implanter. Donc, un citoyen aujourd'hui va avoir plus envie de s'impliquer pour la construction de son quartier, de sa ville, que pour son pays. Et donc Flucity, c'est une application mobile aujourd'hui, bientôt une web application également, qui vise à recréer ce lien. Donc on part du constat que la démocratie, ça commence en bas de chez soi, qu'il faut impliquer les gens sur leur quotidien, sur ce qui les touche au quotidien. Et donc Flucity, ça va être trois missions en fait. La première, ça va être d'informer sur ce qui se passe autour de chez moi via un fil d'actualité en fonction de mes centres d'intérêt, parce qu'on estime que quelqu'un qui est informé va avoir envie de s'impliquer. Ensuite, on a tout un onglet de remontée d'informations via des sondages, donc des sondages sur la vie de la cité, sur les compétences de la ville, où là, le citoyen va pouvoir faire remonter sur les différentes thématiques de la ville, ce qu'il pense, et va même pouvoir interpeller les élus directement en proposant des choses, des idées, des améliorations, et derrière, l'élu va pouvoir lui répondre directement. Et enfin, parce qu'on parle en effet on parle ici de reconnecter en fait le haut du bas. On a aussi la possibilité pour les collectivités locales, elles, d'avoir une remontée d'informations, de voir qu'est-ce qui se passe dans sa ville, quelles sont les thématiques qui sont les plus abordées, quels sont les projets des citoyens qui remontent, de voir qui a envie de s'impliquer dans tel quartier et d'essayer de recréer du lien autour de ces projets, autour de ces idées, de façon en fait à mettre tous les acteurs de la ville ensemble sur la même plateforme. Donc je parle des citoyens, on parle des citoyens depuis tout à l'heure et des élus, mais notre objectif, c'est également de créer des communautés avec tous les acteurs locaux. Donc ça va être par exemple les associations, les conseils de quartier qui sont dépeuplés dans les villes, et également les commerçants, les entreprises présentes sur le territoire. Donc l'objectif, c'est créer des communautés autour des acteurs locaux, de façon à recréer ce lien entre les élus, les citoyens, les acteurs, et recréer un projet commun autour de la ville, dans la ville. Donc l'application est utilisée donc à Vernon. Depuis combien de temps exactement ? Alors Vernon depuis début novembre, donc ça fait un peu plus de 7 mois, il me semble que c'est notre ville pilote. Ouais. On est lancé également dans le 9e arrondissement de Paris, bientôt dans le 17e. Donc progressivement, on est en train de terminer notre phase pilote, donc avec de bons retours, parce qu'à Vernon, on n'a pas encore beaucoup communiqué dessus. On a déjà on a plus de 7% de la population vernonnaise qui est inscrite sur la plateforme. On a plus de 700 personnes qui sont actives par mois, avec 3 à 5 remontées citoyennes qui sont effectuées par jour. La mairie répond en une semaine à plus de 80% d'entre elles. Donc on sent qu'il y a une réelle volonté. C'est ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, mais cette reconnexion, elle marche si la collectivité veut s'impliquer, se procure les outils, la volonté d'y aller. Et c'est la chance qu'on a eue à Vernon et qu'on a dans le 9e arrondissement, c'est que l'équipe municipale, elle est à fond derrière le projet, elle ne laisse pas les idées citoyennes sans réponse. Donc vraiment, on sent qu'il y a une implication forte des élus, qui est une équipe municipale jeune, donc qui sont un peu conscients de ces problématiques-là, la problématique numérique,
et qui donc crée aussi cet usage du numérique dans la ville. Laure, sur ces 3 témoignages, quelques réactions? Non, je trouve ça très intéressant. C'est vrai qu'on voit bien que pour beaucoup de gens en haut du pouvoir politique, le numérique est pris comme un objet de communication de haut en bas ou un objet de contrôle. Mais c'est vrai que l'aspect civilisationnel, sociétal est peut-être assez mal perçu en haut. Mais dès qu'on rencontre des gens et des élus dans les régions, ils perçoivent parfaitement ce qui est en train de se passer. Ce qu'il y a, c'est qu'ils sont en effet extrêmement désarçonnés. Et c'est vrai qu'on est témoin d'une accélération du monde qui est bien supérieure au temps de construction de la société. Donc ça, c'est quelque part, le numérique pose la question d'un nouveau lien entre gouvernants et gouvernés. Donc c'est quand même c'est pas peu de choses, quoi. C'est quand même quelque chose d'énorme à imaginer. Et juste, alors c'est vrai que on voit des exemples qui sont en France. Moi, je me suis demandé si c'était pareil à l'étranger, parce qu'il y a quand même un prisme français et des blocages spécifiques à la France. Donc j'avais fait l'interview de Isabelle Falque-Pierrotin, la patronne de la CNIL, qui m'avait dit l'État est dépassé, il faut que l'État devienne des animateurs de communautés, des communautés qui s'organisent. Et donc j'ai fait une grosse enquête sur une plateforme qui s'appelle Ushahidi, je ne sais pas si vous la connaissez, qui était une plateforme kenyane open source. Très rapidement, c'était en 2007, il y avait un chaos politique et donc 4 geeks ont décidé de faire une carte open source de la ville de Nairobi pour que les citoyens par SMS disent où il faut passer, où il ne faut pas passer pour éviter des snipers, etc. Et en fait, cette carte-là a été efficace et depuis, cette carte est devenue un programme open source, et il y a 60 000 projets dans le monde qui s'en sont emparés. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les 60 000 projets, j'ai appelé moi Ushahidi en disant « Est-ce que vous pourriez me donner des idées de là où ça marche pas ?» Ils n'en ont aucune connaissance réelle parce que c'est open source. Donc j'en ai trouvé 10, 5 en Afrique et 5 dans différents endroits pour essayer de voir justement qu'est-ce qui était en train de se passer au niveau de l'auto-organisation de communautés. Et quels étaient les freins? C'est-à-dire que quand on parle de power to the people, c'est pas seulement... Alors c'est vrai que c'est reconnecter les gens pour qu'ils comprennent ce qui est en train de se passer, mais voir aussi ensuite comment on peut repenser ou se dire qu'il y a eu une société moderne qui s'est créée avec un diptyque, le pouvoir public, le pouvoir privé, les entreprises, et qu'il y a la société civile qui veut avoir une voix au chapitre et qu'elle a peut-être toujours voulu avoir une voix au chapitre. Grâce pour Le Bon Coin, moi c'est Jacques Le Goff, le médiéviste, qui m'avait aidé là-dessus. Il me racontait que les gens ont toujours voulu faire des choses. Il me racontait que le succès du Bon Coin en France, au XIIIe siècle, les grandes villes, c'est 70 000 habitants. Il y a une ville où il y a 200 000 habitants, c'est Paris, parce que les gens se disent on va aller à Paris, on va faire des trucs ensemble. Donc l'envie de faire ensemble, elle a toujours existé. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un outil. Et un outil en plus, et on peut raconter ça partout dans le monde. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir ensuite comment cette organisation-là, elle fonctionne pas. Et je vous donne juste l'exemple. Alors il y a un exemple au Burundi, si on veut partir dans des trucs de crise qui est extraordinaire. Il y a un exemple en Colombie au niveau politique par rapport justement à un lieu où la démocratie a bien du mal à s'installer, qui est très intéressant. Je prends un exemple qui est plus proche de notre société, qui est par exemple en Irlande, où c'est là le comté de Dublin qui a créé une plateforme qui s'appelait Fix Your Street pour responsabiliser les gens, pour que les gens puissent témoigner en disant les pouvoirs publics ont bien du mal à gérer certaines choses dans notre quotidien pour des choses qui ne sont pas urgentes. Organisons-nous pour faire remonter l'information et que les choses soient plus fluides. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait ça pour le comté sud de Dublin. Ça a tellement bien fonctionné qu'ils ont fait ça pour tout Dublin. Et puis en fait, comme ils ont accolé ça avec le comté, il y avait des gens qui avaient l'habitude de gérer des flux d'appels d'entrée, donc ils ont dit on a l'infrastructure. Et ils ont fait ça pour toute l'Irlande, donc ça marche très bien. Et maintenant ils disent on est un peu limité, il va falloir que ça passe à l'État. Et c'est là que ça pose un problème. Ça pose un problème. Où là, c'est compliqué. Parce qu'en fait, on voit très bien que derrière le numérique, il y a des initiatives personnelles, des initiatives organisées. Le numérique, c'est pas non plus l'idéal. Donc on a toujours besoin d'argent, on a toujours besoin d'implication et d'implication sur la durée des gens. Et puis que derrière ça, il faut que le système trouve un équilibre entre ce qui est hors système, mais qui peut résoudre répondre à des besoins sociétaux, et puis le système. Et là, pour le coup de Fix Your Street, maintenant le défi, c'est de se dire comment ce qui s'est organisé de façon un peu agile et un peu chaotique
peut rentrer ou non dans le système et comment l'État va pouvoir ou non gérer ça. Et donc, on voit très bien que dans les endroits où ça a commencé à pas mal avancer, il y a de nouveaux défis qui apparaissent et qui sont des défis de pérennisation de communautés qui se sont organisées. C'est celui-ci qui fonctionne, marche. c'est celui-ci. Si je puis me permettre juste de rajouter une petite chose, c'est que je pense que les outils numériques qui, effectivement, nous donnent l'occasion de nous réimpliquer dans la vie de la cité, disons qu'ils sont là pour pallier à un problème qui s'est accumulé depuis des dizaines d'années, c'est qu'on a de moins en moins de temps à consacrer à la vie de la cité. La société s'est organisée de telle sorte que, entre le travail, la famille, les parcours en voiture, les week-ends, etc., eh bien, la capacité des individus, ou le temps d'un individu qu'il peut consacrer à la collectivité s'est réduit comme peau de chagrin. Et ça, je pense que c'est dû à une accélération de la vie en société, à la société dans laquelle on évolue, hein, et qu'effectivement, les outils numériques permettent de plus facilement, plutôt que d'écrire sa lettre de doléance, ou plutôt que de passer à la mairie pour parler à la secrétaire ou aux officiers de la municipalité des problèmes qu'on rencontre, de passer par une application. Mais il ne faudrait pas non plus mélanger les choses. C'est-à-dire que je pense quand même qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir du temps pour pouvoir se retrouver au-delà des communautés numériques. Voilà. Juste pour ajouter, d'ailleurs, ce qui est intéressant quand on enquête sur les communautés numériques, ça ne marche que parce qu'il y a des communautés bien réelles et bien physiques qui fonctionnent. Dans le cas, par exemple, de Pilas Conel Voto, qui est une plateforme Ushahidi en Colombie, qui est quand même extraordinaire. Parce que, sincèrement, essayer de motiver les citoyens pour témoigner contre la fraude et les menaces quand on va voter en Colombie, c'est quand même, faut le faire, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que cette plateforme, elle marche très très bien. Ça fait le 3e scrutin qu'elle marche. Mais derrière ça, pourquoi ça marche? Parce que Pilas Conel Voto s'appuie sur un réseau associatif extrêmement présent et bien physique. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un fantasme du numérique, mais le numérique potentialise quelque chose, mais derrière ça, il faut même de l'implication physique, de l'implication sur la durée et du financement. Dans le cas de Pilas Conel Voto, il y a un grand réseau d'associations qui permet à cette plateforme d'exister, et puis ensuite... quand moi je leur ai demandé, ce qui est intéressant, c'est que ça a tellement marché, ils ont maintenant des avocats, chaque fois que les gens témoignent en disant j'ai été menacé pour mon vote, par exemple, ils ne localisent pas le problème pour pas que la personne soit en danger, ils donnent ça à des avocats, et ensuite ils donnent ça à des avocats de l'État en disant il y a un problème au niveau de la sécurité, mais ils filtrent tout. Donc ça a été tellement efficace qu'une plateforme de l'État a été créée à la demande de l'État pour essayer de faire la même chose. Mais les gens ont toujours plus confiance dans Pilas Conel Voto pour témoigner. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre que derrière ça, ça marche parce qu'il y a une association physique et puis aussi parce qu'il y a des financements. Je leur dis, mais comment ça se fait pour que ça marche? Et bien derrière ça, vous voyez qu'il y a quand même la communauté européenne, le département d'État américain, la Suède. C'est qu'en fait, ils ont compris que dans un lieu où la démocratie avait du mal à s'exprimer, il y a des financements qui font que cette structure est pérenne. Donc le numérique, c'est très bien, que tout le monde peut faire des choses. Mais quand on commence à voir qu'il y a des gens qui s'impliquent, ils ont des volontaires du monde entier qui viennent voir Pilas Conel Voto, qui viennent, moi j'ai interviewé une Française qui est venue pour 2 ans, tellement c'était un projet politique formidable, et qui ensuite va revenir en France et peut-être va faire des choses en France avec ça. Mais que derrière ça, il faut quand même qu'il y ait des financements et de l'implication sur la durée pour que ça fonctionne, et ça c'est vraiment dans la vie réelle. Oui, si je peux ajouter un point, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'en effet, le numérique doit être vu vraiment comme un outil au service d'une cause plutôt qu'un outil en soi. Et c'est justement pour ça que, par exemple, nous, à Flucity, on a vraiment cet objectif d'être sur le terrain en permanence. C'est-à-dire que notre objectif, c'est pas de se dire, bon, voilà, vous avez une application, vous êtes content, occupez-vous-en et vous verrez, tout va s'améliorer. Non, notre objectif, c'est vraiment de se dire, maintenant, on va créer cette communauté numérique et on va la créer également sur le terrain. C'est-à-dire qu'il faut créer sur le terrain, réengager les gens, les réimpliquer, aller les voir. Et c'est comme ça en fait qu'on va les réimpliquer dans la construction de la cité. Et donc, je parle de Vernon parce que c'est notre ville pilote par exemple, mais
À Vernon, on s'est rendu compte qu'il y a eu un réel engouement quand on est allé voir sur place les gens. Quand on va les voir depuis le matin lorsqu'ils prennent le train pour se rendre à Paris, par exemple, jusqu'au soir lorsqu'ils reviennent, qu'on va en réunion de quartier, qu'on va voir nos ambassadeurs, là on se rend compte que vraiment il y a une réelle implication des gens. Et donc, certes, c'est vrai, les conseils de quartier, par exemple, sont désertés, parce qu'on l'a dit, les gens n'ont plus le temps, et on a les jeunes parents qui n'ont pas le temps d'aller, par exemple, de se rendre en réunion publique, on a les actifs, les jeunes qui ne savent même pas que ça existe. Et donc, pour réimpliquer ces gens, il faut aller les voir, il faut leur en parler, et il faut aller les voir là où ils sont. Et donc, c'est sur le terrain, en effet, que c'est là qu'on va recréer ces communautés. C'est dangereux, ça s'approche quasiment d'une organisation politique, ça, et donc... Non, notre objectif, c'est de se dire, à partir de là, je réimplique les gens. Nous, notre objectif, c'est d'être entre la mairie et les citoyens, de se dire, regardez, vous avez cette plateforme, c'est cette plateforme-là qui va vous permettre de faire remonter vos projets, faire remonter vos idées, de vous réimpliquer. Et la mairie, derrière, elle écoute, elle est là, elle répond. Et nous, notre objectif derrière, ça va être de se dire, voilà, regardez, monsieur le maire, vous avez tant de projets, vous avez des projets qui sont réalisables, qui sont de la compétence de la mairie. Peut-être que ce serait bien de les prendre en compte, d'en discuter en réunion publique, justement, ou de les mettre en application. Alors moi, une question que j'avais envie de vous poser, et après on passera à des questions dans la salle, c'est, en fait, je vais être un peu l'avocat du diable, il paraît que c'est ma fonction, est-ce que la technologie, le numérique, c'est pas juste une excuse? Je m'explique. Je pense qu'il y a des courants de pensée aujourd'hui qui ne sont pas des courants de pensée qui sont nés il y a 3 mois ou 6 mois ou 5 ans, mais des mutations beaucoup plus profondes de notre société qui ont commencé il y a 30, 40, 50 ans, même au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. On parle de technolibéralisme, on parle de mouvements libertariens, on parle de mouvements de contre-culture, c'est le thème de ce festival. Ces mouvements, pendant un certain nombre d'années, ils se sont heurtés à une chose essentielle qui était la partition du monde entre 2 blocs. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, bloc de l'Est, bloc de l'Ouest, et cette guerre froide. C'est-à-dire qu'en gros, jusqu'au début des années 90, ces mouvements libertariens, libéraux, etc., n'avaient aucun moyen d'exister dans la mesure où notre monde était coupé en 2. Il y avait les méchants d'un côté et les gentils de l'autre. Voilà. Ce monde explose en 89, et quand on regarde, c'est juste à partir de ce moment-là, à partir de 89, que commencent à naître, sans forcément l'appui de la technologie, mais commencent à naître les premiers grands mouvements citoyens. USA for Africa, on est à la fin, milieu des années 80. Enfin voilà, on est dans ce monde qui est en train de se reconstruire. Est-ce que le numérique, la technologie, n'a pas été juste une excuse, un accélérateur qui a permis à ces mouvements de construire le monde d'après la guerre froide? Moi, j'ai écouté il n'y a pas si longtemps que ça un sociologue dire les pacifistes ont gagné la guerre et les capitalistes veulent gagner la paix. Et qu'à partir du lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le libéralisme a énormément travaillé pour réussir justement à reconstruire et à reconstruire dans cet intérêt-là. On utilise le peuple pour cela. On utilise ces grands mouvements de pensée. Et ces grands mouvements de pensée, aujourd'hui, quand on dit ce qui est aux États-Unis, mais 25 ans à traverser l'Atlantique, c'est une réalité. Moi, quand j'interviens dans des conférences, je dis les hippies ont gagné aujourd'hui. On parle de communauté. On parle de communauté. Communauté, c'est quelque chose, moi qui étais élevé à l'école de la République, le communautarisme, la communauté, on m'a appris à détester ça comme le grand Satan. Quand j'entends le mot communauté, je suis un petit peu... Il y a des réflexes pavloviens qui se mettent en avant. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas justement dans une excuse? Le numérique, c'est l'accompagnateur d'une révolution qui a déjà commencé depuis pas mal d'années et qui, voilà, on en est l'expression la plus importante aujourd'hui parce qu'on a un accélérateur. Mais que sans le numérique, le peuple aurait aussi repris la parole, aurait aussi mis des moyens de s'exprimer, de créer, de faire communauté en dehors de ces applications numériques. Moi, je veux bien, j'ai juste le micro sur moi, mais si vous voulez parler... Alors, c'est pas celui-ci, ça va être le micro. Non, c'est bon, on t'entend, Allez, t'inquiète pas, c'est parce que tu parles pas fort. Alors, je vais parler plus fort. Voilà. Alors, je ne suis pas loin de penser ça. C'est vrai que le numérique, c'est juste voilà, des avancées techniques, des avancées scientifiques qui nous ont amenés à découvrir, mettre en place de nouveaux outils.
Je pense clairement que tout l'enjeu d'aujourd'hui, c'est le fait d'inventer de nouvelles formes d'organisation politique, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu de grandes prises de conscience qui sont passées quand même, qui ont été des ondes de choc importantes, même si ça n'a pas fait le tour de la planète encore, mais on va dire par exemple le fait qu'on découvre que la Terre est un espace fini, au sens où il n'y a plus de ressources infinies. Et la première image qui est importante, c'est quand même le fait de découvrir la Terre depuis la Lune. C'est un gros choc, ça. Boum. Donc on voit cette petite boule. Voilà. Et donc il y a aussi c'est un effet miroir, en fait. On se rend compte vraiment de là où on se trouve, et puis du caractère très fragile de notre planète. Et donc il y a une grosse prise de conscience dans les pays industriels qui se mettent en place, et ce qui pose beaucoup de questions. Par exemple, et je pense que là on se pose tous la question, c'est quoi être français aujourd'hui ? Je suis français, mais c'est quoi finalement être français ? Il y a 200 ans, on ne se posait pas la question, on savait ce que c'était qu'être français. C'était liberté, égalité, fraternité. Et puis il y avait une réelle appartenance, sentiment d'appartenance en fait, qui existait. Oui, en même temps, on ne se posait pas la question dans les années 80 jusqu'au début des années 90. Oui, mais là il y a une accélération, c'est-à-dire qu'effectivement avant il y avait quand même les deux blocs qui formaient l'esprit. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on est vraiment perdu et qu'on ne sait même pas à quoi se rapprocher, on n'a même pas le sentiment d'appartenir à quelque chose. C'est ça qui est très difficile en fait, et qu'on parle de plus en plus de communauté, parce qu'on essaie de se raccrocher à sa communauté à laquelle on est le plus sensible. C'est aussi pour ça qu'il y a plein de communautarismes qui se sont développés. Donc aujourd'hui, vraiment la véritable question, c'est comment faire pour qu'on redonne du sens aux gens et qu'ils se sentent appartenir à quelque chose de plus grand qu'eux, de manière fraternelle, solidaire, sans qu'il y ait de confrontations qui se mettent en place entre différents clans. Et aujourd'hui, le numérique est d'autant plus étonnant qu'on peut faire des communautés qui sont trans-pays. Par exemple, qu'est-ce que fait Facebook ? Sinon une sorte de pays à lui tout seul. Est-ce que Facebook ne pourrait pas adopter une constitution ? Qu'est-ce que c'est la différence entre Facebook et un pays ? Une nation, un État-nation. Le nombre d'abonnés. Il est supérieur à la Chine, pourquoi, donc ce serait le premier pays du monde. Pourquoi il n'y aura pas un système économique qui se mettra en place avec Facebook, avec, ils adoptent de la monnaie virtuelle, et puis boum, ils deviennent un État avec une puissance monétaire, une puissance de ressources des gens. Donc la grande question aujourd'hui, c'est comment faire en sorte que on puisse renouer avec le sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand que soi, qui nous dépasse, et qu'on puisse du coup sortir de ses intérêts personnels et privés pour accéder à l'intérêt ou à chercher l'intérêt général. Oui, c'est d'autant plus intéressant que derrière ça, le numérique, ce sont des enjeux de pouvoir. C'est qu'on se dit qu'on dépend d'un pouvoir politique, mais quand vous voyez en effet que des plateformes ont plus de membres que le plus grand pays du monde, ça pose des questions fondamentales, d'autant plus qu'au-delà d'avoir plus de membres, ça peut être aussi des gens qui ont des pouvoirs financiers extraordinaires et en plus une connaissance intime des citoyens. Donc ça fait beaucoup comme pouvoir. Donc c'est vrai qu'il y a des défis qui sont centraux au niveau du pouvoir de certaines plateformes qui peuvent être plus importantes que le pouvoir de certains États. Et puis les États, qui normalement sont le pouvoir des États plus important que le pouvoir de certains des citoyens. Mais on voit très bien que là, il y a quelque chose qui est assez chaotique, qui est en train de questionner un système qui est en train de craquer, en fait. Donc c'est vrai qu'Internet est né aux marges. Maintenant, le côté un peu des marges, c'est par exemple les makers. On sent qu'après que Internet soit rentré totalement dans le système, avant on surfait sur Internet et puis on allait de site en site. Maintenant, on rentre dans un site et puis il va nous faire rester dans le site parce que on peut être monétisé par ça et on nous offre sur un plateau, grâce au big data, tout ce qu'on peut connaître de vous pour qu'en fait vous restiez là parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir être le plus monétisable. Donc on est dans Internet, c'est ça quand même aussi, même si c'est... Pour qui, moi j'ai grandi dans une petite ville, très loin d'une capitale, c'est un accès à la connaissance extraordinaire, c'est un accès au monde extraordinaire, mais c'est aussi une lecture qui est une lecture de pouvoir. Donc c'est vrai que ça questionne le pouvoir, et c'est pour ça, moi en fait, par exemple, que j'ai écrit ce livre, honnêtement,
parce que je trouvais ça plutôt inquiétant, ce décalage entre ce qui était en train de se passer et le haut de la pyramide sociétale, et le fait que, moi je l'ai écrit pour que les gens s'en saisissent, parce que ça pose des questions, en effet, pour tout un chacun, pour des associations, pour des entreprises, sur les secteurs d'activité, de se faire disrupter, pas disrupter, etc. Mais ça pose des questions aussi pour la recherche, parce qu'en fait, quand on parle du fait que l'existence d'un clivage entre le haut et le bas, c'est qu'on a, je pense, besoin de beaucoup plus de gens qui pensent le monde qui vient, et que moi, je suis saisie par des chercheurs qui me disent qu'ils n'arrivent pas à se faire publier dans des publications à comité de recherche parce que c'est des comités entre pairs et qu'en fait le monde qui vient c'est compliqué parce qu'il n'y a pas d'historique, etc. Donc en fait on voit très bien que le système a besoin de se réorganiser et c'est pas si simple que ça, et il y a des problèmes géopolitiques qui sont majeurs. Donc le pouvoir au peuple, c'est une chose, mais c'est vrai qu'il y a quand même un clivage, et qu'il y a souvent, moi je suis invité dans des colloques où tout ça est très positif, on raconte la nouvelle vie, l'entrepreneuriat, enfin, la superbe énergie, c'est vrai qu'il y a ça, mais c'est vrai qu'il y a des enjeux de pouvoir aussi importants, et que repenser les relations entre gouvernants et gouvernés, c'est aussi recadrer aussi cette accélération du monde qui va bien au-delà de la bien supérieure au temps de construction de la société. Quand vous avez quelqu'un de la patronne de la CNIL qui dit dans le bouquin il faut armer la foule, c'est intéressant parce que c'est quelqu'un qui n'est pas une rebelle. Si elle dit il faut armer la foule, c'est parce que le système actuel, que ce soit politique ou juridique, n'a pas le temps de réagir par rapport à plein d'initiatives. Donc on voit très bien qu'actuellement il y a des questionnements sur comment faire en sorte que face à de très grands pouvoirs aussi économiques, face à des pouvoirs politiques qui ont quand même bien du mal pour certains à comprendre l'urgence et la nécessité de faire des choses. On est très bon en infrastructure, on est moins bon pour percevoir notamment en France les usages, le côté un peu soft, protéiforme, etc. Comment le système va se réorganiser? Donc c'est une problématique extrêmement complexe. Des questions dans la salle? C'est vrai. Ah, une ici. Je vais mettre comme ça va être beaucoup plus simple. Bonjour. Karine, bonjour. Quand est-ce que les citoyens vont reprendre pouvoir au niveau de la politique? Et de quelle manière, même si effectivement on voit des mouvements qui naissent à droite, à gauche, même c'est un mauvais jeu de mots, voilà, c'est quand même très disséminé. On a des échéances électorales qui vont arriver, et j'ai l'impression que le monde politique classique, ça les fait sourire, quoi. Donc voilà, quel est votre point de vue là-dessus, et voilà, comment peut-on faire pour qu'effectivement on ait un vrai poids? Je rebondis sur votre remarque il faut armer la foule, il faut éduquer la foule pour qu'elle puisse prendre le pouvoir. C'est la base de tout, en fait. Et je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'initiatives, en fait, en France, peut-être sous-valorisées ou très valorisées, mais qu'on n'arrive pas encore à amener à maturation. Et c'est de là que viendra, en fait, je pense, le changement. Et puis il y a une question aussi de se dire que finalement on a aussi besoin, c'est la question de la transcendance, c'est de quelque chose qui nous dépasse, etc. Et puis je pense qu'il y a aussi notre responsabilité d'aller éduquer nos politiques, de nous éduquer nous-mêmes, parce que finalement on vient de là, c'est un peu ça. Et il y a une vraie histoire de formation des hommes politiques, et on pourrait assez imaginer une grande école de la formation, du numérique pour les politiciens, où c'est nous qui faisons passer les messages, etc., en expliquant ce qui se passe, ce qui normalement serait censé faire sur le terrain, parce que c'est le but d'un politique, c'est d'aller aussi d'être en lien direct avec les sensations et ressentir en fait le pouls du peuple. Moi, je reviens sur l'idée de l'éducation, et je pense que c'est effectivement la solution. Ça prend beaucoup de temps, il faut aller très vite par rapport à des changements qui vont très vite, donc il faut que l'éducation s'adapte à ces changements qui sont rapides. Et je vais rebondir aussi sur ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait qu'effectivement le numérique est peut-être une excuse. Moi je le vois que c'est souvent une excuse, clairement. C'est un outil qui permet d'accélérer, mais on revient finalement, tout à l'heure on en parlait, Montessori, freiner, c'est dingue quand même. Et quand je vois des fois l'éducation nationale nous faire des plans en disant faut décloisonner, etc. Puis il y a plein de gens qui décloisonnent déjà, etc. C'est déjà en train de se faire. Les choses existent déjà, il faut juste les pousser, les accélérer de manière assez importante. On a déjà toute la matière, on est tous.
je rebondis juste sur l'éducation. Alors, ce n'est pas une réponse directe à ce que vous dites, parce que c'est une sacrée question quand même, de savoir s'il y a une vraie réponse à ça. Mais c'est vrai que sur l'éducation, je suis intervenue, moi, devant des notaires, des avocats, des experts du droit. Et puis, à la tribune, il y avait plein de ce qu'on appelle des disrupteurs, des gens qui sont en train de proposer des start-up, etc., dans plein de choses. Et puis, il y avait le doyen de faculté d'une faculté de droit. Et puis, on est tous intervenus. Moi, à la fin, j'ai parlé de la déconnexion des élites. Et puis, la doyenne de faculté a dit c'est terrible ce que vous venez de dire, c'est formidable, parce que moi, je me disais que j'avais fait 2 MOOC dans l'année, je allais faire 4 et j'allais être moderne. Mais en fait, je me rends compte que la formation des élèves actuellement en droit n'est absolument pas adaptée au monde de demain. Donc, nous allons former des gens qui ne sont pas adaptés au monde du travail. Donc c'est vrai qu'on parle du citoyen, de donner du pouvoir aux citoyens, mais moi là je travaille beaucoup actuellement au journal sur l'orientation pour aider les jeunes à s'orienter actuellement au XXIe siècle. On a quand même le World Economic Forum, ça vaut ce que ça vaut comme chiffre, mais qui dit que 65% des jeunes qui rentrent en primaire, qui vont avoir un métier qui n'existe pas encore. On est quand même dans une mutation énorme des métiers. Et c'est vrai que pour être un citoyen averti, il faut être un citoyen aussi qui soit formé, qui comprenne ce qu'il peut faire et qui peut aussi travailler dans cette nouvelle société qu'on est en train de dessiner et qui va à toute vitesse. Donc c'est vrai que l'enjeu de l'éducation est fondamental et il y a un vrai... là, pour le coup, un vrai décalage entre actuellement la formation de certains jeunes et leur capacité après à s'insérer réellement dans la société et de trouver des métiers qui pourront avoir demain une utilité dans la société. C'est un point fondamental. Marc ? Alors, cette question elle est marrante parce qu'elle est très courte et en même temps, c'est une question quasiment pas sans réponse, mais... Moi, je me permets de t'interrompre parce que je voudrais surenchérir sur la question. Ah oui, alors, très bien. Mais quand est-ce que les citoyens vont prendre le pouvoir ? Mais moi, la question que je pose, c'est est-ce que les citoyens veulent de ce pouvoir-là ? Alors, moi, je pense que déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on se pose cette question-là, alors qu'on est censé avoir quand même, déjà, avec le bulletin de vote, avec le système qui a été mis en place avec les votes, normalement, une capacité à infléchir sur l'état de notre société. Et ça montre aussi quand même aujourd'hui l'impasse dans laquelle on est. C'est-à-dire que pour la plupart des gens, le système électoral avec le bulletin de vote, c'est fantastique quand même comme mise... aujourd'hui, ça ne représente plus rien en termes de pouvoir. Et à mon avis, c'est ça qui est la question qu'il faut se poser. Quand est-ce que les citoyens, effectivement, vont pouvoir infléchir sur la destinée de sa collectivité, on va dire ? Alors déjà, effectivement, du point de vue de l'éducation, moi je suis assez pessimiste parce que de plus en plus, quand on regarde la manière dont on met en place les campagnes d'éducation ou de plus en plus, on a le sentiment que ce n'est pas vraiment la priorité de nos gouvernants, malheureusement. Nos gouvernants, entre guillemets, ceux qui font ces lois, ont bien justement leurs enfants. Par contre, ils vont dans des écoles où on apprend bien. Voilà. Par contre, du point de vue de l'école publique, c'est de plus en plus. Moi, je trouve que c'est de plus en plus. Ça craint, quoi. De plus en plus, quand on est incapable, par exemple, et qu'on dit que la démonstration en mathématiques n'est plus obligatoire à la fin de la 3e, ça craint quand même. D'accord ? On est d'accord là-dessus. Et le niveau, même si ça peut paraître un peu, j'ai que 38 ans, ça peut paraître un peu passéiste ce que je dis, mais le niveau ne fait que baisser. Donc du point de vue de l'éducation, je trouve que c'est pas terrible la manière dont ça se déroule aujourd'hui. Et malheureusement, du point de vue des urnes, il y a un gros blocage. Donc je serais beaucoup plus pessimiste aujourd'hui sur la capacité des citoyens d'avoir le sentiment d'avoir une inflexion sur le cours des choses, quoi. Moi, il nous reste à peu près 3 minutes avant de terminer ce débat. Je voudrais juste avoir votre réaction sur l'utilisation que les politiques font du numérique. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai assisté, je ne sais plus sur quelle chaîne, à un débat où il y avait un candidat d'un parti de gauche et qui disait « J'ai le machin qu'avait Obama pour gagner les élections présidentielles, donc j'ai l'application, j'ai le machin ». Ça s'appelle Nation Builder, pour ceux qui n'ont pas entendu parler. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, l'utilisation du numérique par les politiques
tel qu'il le présente. Alors évidemment, il y a les fils Twitter, etc., les réseaux sociaux qui commencent tous à maîtriser avec une certaine maestria. Mais de me rendre compte que la réponse aujourd'hui, c'est pas la création de communautés, c'est la recherche de données. Nation Builder, c'est de la data, c'est récupérer des données. Aujourd'hui, on a une échéance électorale, comme vous l'avez dit, dans un an. Je crois que plus des 3/4 des candidats à la candidature vont utiliser Nation Builder. Qu'est-ce que ça vous fait, enfin, quelle réaction vous avez face à ça? C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le numérique un outil de contrôle, de récupération de données pour essayer de continuer je dirais, alors là c'est un jugement de valeur qui m'est totalement personnel, mais pour continuer à faire la même chose, mais à savoir à qui on va pouvoir le vendre et de quelle manière on peut éventuellement infléchir le discours pour le vendre correctement en fonction des bonnes personnes. Nation Builder, ça vous dit quoi? Parce qu'en voilà une sacrée technologie, Nation Builder. Moi, je peux juste vous dire un peu la conclusion de ce que je vous ai dit en disant que c'est une question après de révolution personnelle. C'est qu'il y a un enjeu de pouvoir énorme. Donc, comme on disait qu'il ne faut pas tout mélanger, on ne peut pas dire que tous les politiques se rassemblent, tous les élus, toutes les élites sont pas mal. Il y a de tout. Donc, il y a des gens, moi, que je rencontre et qui vont me demander en effet comment se fait réélire à les prochaines élections et puis est-ce que mes enfants sont dans les bonnes écoles pour devenir les nouvelles élites. Et puis il y a des gens qui, sincèrement, ont compris qu'il se passe quelque chose de fondamental au niveau de la société. Donc en fait, il y a de tout. C'est normal, statistiquement, il y a de tout. Et après, il y a des enjeux qui sont des enjeux de partage du pouvoir. Et ça, pour le coup, c'est très compliqué même à nos échelles personnelles. Moi, j'avais fait une enquête dans les entreprises. À l'époque, j'avais pris des grands groupes mondiaux pour voir comment le pouvoir se partage-t-il quand il y a 2 PDG. J'avais fait le tour de 5-6 groupes. À l'époque, il y avait Unilever, SAP, etc. C'est super compliqué, en fait, à 2, alors que même ils sont que 2 et que 2 prennent la lumière. Le partage du pouvoir, c'est quelque chose qui n'a rien d'évident. Donc en fait, c'est aussi très humain de se dire que des gens qui sont à des positions, là, n'aient pas spécialement envie de partager ça. Donc c'est une nouvelle donne, hein, et c'est vrai qu'il y a un effet générationnel. Il y a des jeunes politiques qui comprennent aussi parfaitement que là, il faut composer avec quelque chose de nouveau. Est-ce que pour autant, ça va se faire sans douleur? Mais sûrement pas. Et donc, en effet, cette lecture du pouvoir, qui est quand même une lecture qui est plutôt une lecture de communication de haut en bas, avec le nombre de followers, le nombre de Twitter, etc. Et puis des lectures de contrôle, c'est en train de se passer quand on voit que certains internets deviennent des intranets au niveau des pays parce que ça va trop vite et qu'on veut tout contrôler. On voit bien que ça se passe aussi dans différents pays du monde. Donc il y a eu à un moment donné une sorte de parenthèse enchantée avec quelque chose, une bouffée avec Internet. C'est vrai que le système est en train de réorganiser tout ça, mais c'est vrai qu'il y a quand même, qu'on le veuille ou non, des usages massifs de gens qui veulent être acteurs là où ils sont, et que là, pour le coup, la vraie difficulté, c'est pour le système et la société de s'organiser, de retrouver une organisation pour prendre en compte ça. Voilà, le triptyque, pouvoir public, pouvoir privé et société civile. C'est ça qu'il faut repenser. Et ça, c'est compliqué. Merci. Est-ce qu'on conclut sur ces mots-là? Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Merci beaucoup. Merci.